je m'appelle Karine Massoni, je suis coach, formatrice, conférencière et ethno-reporter, spécialiste des peuples premiers. Fondatrice dirigeante de l'entreprise Terre Indigène. Et aujourd'hui, j'accompagne les managers et les équipes, donc des entreprises, des organisations au sens très large, dans leur transformation, mais en ramenant, il n'y a pas de mais, en ramenant la philosophie des peuples, en partageant la philosophie des peuples premiers et des principes du vivant et de la nature, donc au cœur des projets de transformation. Mon terrain d'intervention, c'est la nature, et vous allez un peu mieux comprendre après tous les échanges qu'on va avoir ensemble, comment je peux faire le lien. Alors, j'ai envie de commencer par un petit sondage matinal, parce que vous avez pas de chance, vous êtes là, présents ce matin, donc je vais vous amener à faire un petit exercice matinal, et juste en levant la main. Qui, à l'heure qu'il est là, se pose la question, quel lien il peut y avoir entre les peuples premiers et l'entreprise? Levez la main. Ah, ça va, il n'y en a pas. Je pensais que tout le monde allait lever la main. Ça. Qui se pose la question de quel lien il peut y avoir entre une tribu, l'employabilité et l'organisation ou l'entreprise? Non, c'est bien, c'est que déjà vous imaginez qu'il puisse y avoir des liens. Qui a envie de partir en voyage en low cost, en immersion chez les peuples premiers autour du monde pour découvrir comment eux vivent, comment eux apprennent? Levez la main. Bon, ça va. Bon, c'est low cost en plus, c'est pas mal. Donc je vous propose d'aller faire un détour par les peuples premiers pour aller voir comment eux vivent, comment eux apprennent, comment eux évoluent ensemble dans des contrées et aux confins du monde, souvent dans des milieux hostiles et complètement isolés. Ce sont des peuples qui vivent en interdépendance et qui sont dépendants vraiment du milieu naturel dans lequel ils vivent. Donc, qui, mieux qu'eux, ont cette obligation, entre guillemets, en tout cas cette nécessité vitale d'être capable de s'adapter à un environnement complexe, qui est le milieu naturel, changeant, évolutif en permanence. Ce sont des sociétés millénaires qui ont traversé plus de 7 périodes glaciaires et qui ont su s'adapter à toutes les évolutions des périodes et qui aujourd'hui vivent entre tradition et modernité. Donc ce sont des peuples extrêmement résilients qui ont cette capacité d'apprentissage et de transformation et d'évolution depuis toujours. Donc avant qu'on parte en voyage, juste un petit mot aussi sur ce qui m'a amené à faire ça pour donner du sens. Ma relation au peuple indigène, c'est vraiment une histoire, je veux dire, d'amour et de rencontre qui a commencé presque à la naissance, parce que mes parents étaient des grands voyageurs. Je suis née au Canada. Mon terrain d'évolution moi-même, c'était la nature, les grands espaces et les Amérindiens, parce que dans leur voyage, à chaque fois qu'ils pouvaient, ils s'arrêtaient dans des communautés amérindiennes. Et il paraît, donc le premier voyage de ma vie, c'était les 7 premiers mois de ma vie, où j'ai vécu dans le coffre de la voiture de la Ford Mustang, pendant qu'eux, ils faisaient un road trip à travers le Canada. Et à chaque fois qu'ils s'arrêtaient dans une communauté indigène, autochtone amérindienne, eh bien, il paraît que je ne voulais plus prendre le biberon et puis que c'était les Amérindiens qui me nourrissaient. Alors peut-être qu'il s'est créé quelque chose à partir de là. Et mon espace de jeu, c'était la nature. Donc j'ai grandi avec ça, on va dire, dans mon ADN. Et j'ai toujours été fascinée par ce lien que l'homme entretient, l'homme avec un grand H, entretient avec le milieu, et comment est-ce que une personne ou un groupe fait pour s'adapter et apprendre et grandir, se construire en termes d'identité individuelle et collective en alliance avec le milieu. Donc j'ai fait des études dans ce domaine-là au Canada, psychosociologie et éco-psychologie. Et puis après, je suis devenue formatrice et coach. Et du coup, je fais le lien maintenant. Je suis allée sur le terrain ça fait plus de 28 ans que je voyage en immersion à la rencontre des peuples premiers maintenant, en solitaire. Et je me plonge dans leur culture pour appréhender leur quotidien et tirer des enseignements de cette vie-là. Et puis ramener ça dans l'accompagnement aujourd'hui des équipes et des managers. Voilà, un peu le parcours de vie. Je vous propose qu'on parte en voyage pendant une quinzaine de minutes. Vous soyez dans l'écoute active ou l'observation active. Je vais faire aucun commentaire. Il y a de la musique qui va être mise sur les images. Et je vais m'appuyer après sur vos questions. Je préfère vous le dire tout de suite.
Donc, si vous avez des questions, vous les gardez dans votre tête. Et je m'appuierai après sur vos questions pour faire le lien entre le sujet, là, comment s'inspirer de ces peuples-là pour apprendre et entreprendre autrement. C'est parti. Accrochez vos ceintures. Décollage pour un vol au long cours low cost. Merci. Alors, comment ces peuples font-ils pour tenter de se développer de manière optimale en adaptation avec leur marché de l'emploi, qui est en fait leur milieu de vie, leur milieu de l'emploi, et en développant leurs compétences pour s'adapter de façon la meilleure au contexte qui est celui dans lequel ils vivent, qui est la nature. Donc maintenant, je vous laisse me poser des questions. Et je vais vraiment m'appuyer sur vos questions pour nourrir la conférence. Bonjour, merci beaucoup pour ce petit film. Qui détient le savoir ? Qui détient le savoir ? Tous, c'est-à-dire dans le grand tout. Et là, je fais référence à leur vision du monde. Ce sont des sociétés qui ont une vision globale et systémique du monde, une vision holistique du monde, donc où tout est interrelié et interdépendant. Donc le monde est composé de choses visibles, comme les hommes, et les êtres naturels, donc les plantes, les animaux, les végétaux, et les astres qui en font partie aussi. Et puis, il y a le monde invisible, qui est plutôt celui des esprits, des forces de la nature, des forces de l'univers, du cosmos. Donc ce monde visible et invisible constitue le monde vu de leur regard chez ces peuples-là. Et donc, qui détient le savoir ? C'est tout ça. C'est-à-dire qu'il y a l'être humain, mais il y a l'animal, il y a la plante, il y a l'arbre qui est à côté, le soleil qui a un message à livrer. Donc cette vision holistique, de par leurs croyances et leurs fondamentaux de spiritualité, qui est que la nature et chaque être vivant a une âme. Donc leur spiritualité, c'est l'animisme. À partir du moment où tout être vivant a une âme, tout est potentiellement porteur de savoir et d'enseignement. Est-ce que je réponds à votre question ? Donc, dans cette vision-là du monde, observer un animal, observer une plante,
observer quelque chose de vivant apporte un enseignement à tirer, une leçon à tirer qui est retransférable dans la pratique quotidienne. Pardon, et je rajoute qu'il n'y a absolument aucune supériorité dans un qui connaît mieux que l'autre. Tous les êtres humains sont à part égale. Bonjour. La première question que je me suis posée, c'était, et après j'ai une réflexion, donc je vais vous dire les deux en même temps. C'était quelle langue aviez-vous, une langue commune pour communiquer avec eux? Et en conséquence, j'ai imaginé que probablement pas, en tout cas pas une langue parlée. Et ce que je me suis dit en voyant ça, j'ai imaginé que, et peut-être en lien avec l'apprentissage, que dans des environnements comme ça, ils utilisaient beaucoup plus leur sens que nous. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, on dit très souvent en entreprise, et vous l'avez dit aussi, mettez-vous en position d'écoute active. Ça n'utilise qu'un seul sens, alors qu'il y en a d'autres qu'on utilise aussi dans l'apprentissage. Et je me dis que probablement, je pense au bébé qui apprend beaucoup à travers le goût, que c'est un sens qu'on n'utilise pas du tout. Donc c'est la réflexion, j'imagine, peut-être, je voulais avoir votre réflexion là-dessus, que dans des environnements comme ça, très holistiques, comme vous le dites, on utilise beaucoup plus tous ces sens et que ça aide beaucoup pour s'imprégner et pour intégrer les savoirs notamment, je ne sais pas. Tout à fait. Alors c'est effectivement la transmission, le savoir s'intègre. L'apprentissage se fait avant tout par l'essence, la perception et l'expérience. Le cognitif, c'est pas leur mode d'entrée au monde. C'est l'expérience et le sens, la sensation, le ressenti qui est l'entrée au monde et la façon d'apprendre de ces peuples-là, donc qui est privilégiée effectivement. Donc ce sont des peuples qui sont en permanence en interaction avec le milieu, donc qui ont développé une très forte intuition, très forte capacité d'anticipation des choses, par l'expérience directe, chose que dont nous on s'est un peu coupé, occidentaux que nous sommes, éloignés de la nature. On a coupé ce lien. Je ne vais pas faire de généralité, c'est pas valable pour tout le monde, mais en tout cas, il y a eu une espèce de lien naturel. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la société naturaliste, c'est celle qui fait l'homme et la nature. Et l'apport des sciences a fait qu'on observe la nature comme si elle était dissociée de nous. Chez eux, l'être humain est nature, fait partie de la nature. Donc en fait, il y a cette connexion permanente qui fait que quand on se reconnecte, nous, à travers des pratiques variées, qui peuvent être la méditation, du temps de pause, du yoga, quelles que soient les pratiques, la sophrologie, c'est aussi cet espace en nous qu'on va retrouver, cet espace instinctif, intuitif, la reconnexion à nos sens, à notre essence. Eux apprennent par l'expérience et l'essence. Un autre mode d'apprentissage chez eux qui est extrêmement fort, c'est le biomimétisme. Ce que nous, on appelle biomimétisme. Eux, ils ne mettent pas ce terme-là. Mais quand il y a un problème, quand il y a une solution à trouver, une prise de décision à prendre, et qu'ils ne l'ont pas à travers les échanges, ils se posent et ils observent la nature. Oui, je voulais rebondir tout à l'heure quand vous évoquiez le fait que chacun a sa place et notamment est là à l'instant, dans l'instant en fonction de sa compétence, etc. Donc ça veut dire que dans un projet, c'est la personne en fait qui se positionne par rapport au projet et ses compétences. C'est lui en fait qui apporte son... je fais le parallèle avec l'entreprise où on a tendance à aller chercher les compétences. Ouais, là, en fait, ça émane. Alors, le suivi et la gestion de projet, dans leur mode de fonctionnement, ça se prépare. Ça se prépare de façon très importante même. C'est-à-dire qu'il va y avoir des réunions collectives. C'est structuré, les réunions sont structurées. C'est souvent co-animé. Il y a souvent toujours ce deux encore qu'on va retrouver. Un qui va plus être garant du processus, un qui va être plus garant du contenu, de ce qui va se dire. Je fais le lien, mais ils n'utilisent pas ce terme-là. Et donc, on prépare le projet. On le prépare dans le temps aussi, avec la gestion du temps en lien avec la nature. Il y a des moments
des lunes où ça va être plus pertinent de mettre en place ce projet ou cette action à ce moment-là plutôt qu'une autre. Donc il y a le rapport au temps aussi et le lien à l'environnement qui est pris en compte dans le projet. Et effectivement, il y a une communication sur les tâches à faire, collective, et une information, une communication et une orientation par rapport aux tâches à réaliser, mais qui se prend collectivement. Alors, ce sont des sociétés en termes de valeurs où il y a le cadre est co-construit, donc là j'en parle, co-construit. Il y a des lois fondamentales qui sont garantes du bon fonctionnement, qui sont... Pour que ça marche de façon comme ça, c'est qu'à côté de ça, il y a un cadre strict, paradoxalement. Et le cadre strict, c'est le cadre qui a un sens pour eux, puisque leur vision de la vie, leur finalité, c'est une finalité d'équilibre et d'harmonie. D'harmonie avec soi, d'harmonie avec l'autre ou les autres, puis d'harmonie avec le système, l'écosystème, le milieu dans lequel on évolue. Ces 3 niveaux de développement font que la finalité de vie, le sens de la vie de ces peuples-là, c'est l'équilibre et l'harmonie. Donc le cadre, il est co-construit, mais il doit être respectueux de cette vision de vie. Et donc le cadre est co-construit, les règles sont strictes et elles sont évolutives quand même, mais les lois qui régissent, et là je fais le lien direct avec le cadre réglementaire qui va être plus ou moins favorable au développement de l'employabilité et de l'apprentissage. Si c'est trop strict, il n'y a pas la place à l'innovation, à l'ouverture, à la prise d'initiative. Si ça ne l'est pas assez, non plus, parce que ce n'est pas sécurisant. Donc le rôle du cadre chez eux, c'est vraiment d'être une protection sociale, garante d'une harmonie, d'un équilibre et d'une protection vraiment sociale. Oui, voilà, donc il y a toujours un sens à l'action, il y a toujours une mobilisation parce que ça a un sens, un engagement et ça a un sens. Et le sens, c'est que ça participe aux enjeux pour eux de bien-être, d'évolution spirituelle, économique, prospérité ça existe, environnementale et sociale. Si ça répond à ces enjeux-là, eh ben, tout est imbriqué, il n'y a aucune notion, il n'y a aucune... c'est une loyauté de s'engager dans ces actions-là, quoi. Karine, ça me fait aussi penser à la discussion qu'on avait eue ensemble sur la séparation entre le temps de loisir et le temps de travail, nous, dans nos sociétés, et le fait que ces 2 temps-là, finalement, ne soient complètement mélangés dans ces peuples-là. Si tu peux nous en dire 2 mots. Et après, on prendra vraiment une toute dernière question ici, que la dame avait. Et malheureusement, on devra s'arrêter, mais Karine pourra continuer à répondre à vos questions après la pause. Alors, rapport temps-travail ? Le loisir. Alors déjà, en termes de valeur, ils ne parlent jamais du mot travail. Ils vont au plaisir. Quand il n'y a plus de plaisir, si je prends plus de plaisir à la tâche, alors, par rapport au triptyque ordre, harmonie, beauté, ça casse l'harmonie que je mets dans l'action. Ça casse l'engagement et la motivation que je donne dans l'action. Donc, je préfère demander à quelqu'un d'y aller à ma place ce jour-là, à ce moment-là. Ça, c'est très important aussi. Travail égale plaisir. Cette source de satisfaction qui doit être là pour permettre l'engagement et l'implication. Ensuite, il y a l'idée du temps de travail et de loisirs. Donc, effectivement, ce sont des sociétés, on a tendance à croire de notre prisme que ce sont des sociétés qui sont dans la galère, en mode survie en permanence, etc. Ce sont des grandes sociétés de loisirs. Toutes les tâches quotidiennes, entre guillemets, que je vais mettre du côté économique, c'est-à-dire participation, création d'artisanat pour la vente, traite du bétail pour manger, fabrication de vêtements pour voilà, le côté un peu plus économique, je vais le dire comme ça, c'est 5 heures à peu près par jour. Tout le reste, c'est place au loisir. Alors dans le loisir, il y a place à la créativité, place aux apprentissages en partageant des tâches ensemble, place au vide et au silence. Et là, je fais le lien chez nous aussi. Quelle place on donne dans l'organisation à ce vide et au silence et au temps où il n'y a rien? Parce que dans ce rien, c'est des temps créateurs de possibles plus.
il se passe quelque chose de très fort. Et eux, ils ont une grande place aussi pour ça. Place au vide, au silence, à la créativité et l'innovation de fait, puisque ces temps-là sont souvent remplis de création de potentiel matériel ou immatériel, de nouvelles connaissances, de nouvelles observations, de nouvelles histoires qu'on se raconte. Voilà, donc il y a ce temps-là qui est important. Et puis les loisirs sont des sociétés extrêmement artistiques aussi. Donc les danses, le chant, etc., tout le monde le fait ensemble. Donc en fait, ça mobilise aussi et ça crée de nouvelles ressources également en termes de compétences. Donc voilà. Et puis ce sont aussi des moments où on se raconte des histoires, des mythes fondateurs, des contes qui vont ancrer l'histoire et la mémoire, la culture d'entreprise, si je fais le pont, mais qui ancrent les racines du groupe, qui font que on sait d'où on vient et on voit mieux où on va. Karine, merci beaucoup. Merci à vous.